Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin s'est terminé sans la percée que le Kremlin espérait en ramener à la maison dans un bel emballage. Au lieu d'un contrat solide pour le gazoduc Force de Sibérie 2, il n'y a eu qu'un mémorandum juridiquement valable, mais vide de contenu, sans prix ni délai. La Chine a accepté la construction de Force de Sibérie 2 par les Russes, tout en gardant le contrôle des prix et des fonds. Au lieu d'une grande porte vers le marché chinois, il y a une année de tests d'exemption de visa pour les Russes que Pékin peut fermer d'un simple geste, au lieu d'un axe de coopération égalitaire. Un détail protocolaire que peu de gens commentent actuellement en Russie, mais que tout le monde a remarqué. Xi Jinping n'a pas attendu le dictateur Poutine pour la photo de groupe à l'issue du sommet. Et puis derrière la vitrine, il y a CE qui frappe réellement Moscou. La Russie est obligée de continuer à baisser les prix du pétrole pour la Chine et l'Inde, car la logistique devient plus coûteuse, le raffinage s'arrête et les acheteurs négocient le truc durement, parce qu'ils comprennent que la Russie n'a pas beaucoup de choix. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. Faisons le point sur les résultats du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai dans le contexte des relations entre la Chine et la Russie. Avant de commencer, je précise que 4 à 5 reportages d'actualité sont publiés chaque jour sur cette chaîne YouTube pour ne rien manquer. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne et de mettre un like. Alors, passons maintenant à tout dans l'ordre. Je débute par une citation de Xi Jinping. Nous rejetons la logique de l'intimidation où le fort impose sa volonté aux faibles et proposons un monde multipolaire organisé. Moins de sanctions. Plus de confiance, libre-échange, règlements en monnaie décente nationale, chaîne d'approvisionnement sécurisée. Cette longue formule sonnait comme un manifeste du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, et en même temps comme un cahier des charges techniques pour les banques et les entreprises à l'intérieur de la Chine. En gros, il est possible de travailler avec la Russie, mais sous le parapluie de Pékin et selon les règles de Pékin. Poutine a répété qu'il faut parler de paix en Ukraine, sans admettre les erreurs de l'Occident. Les discussions resteront des discussions, la Russie veut dialoguer mais refuse les ultimatums. Eh bien ensuite, dans la même optique, un geste aussi pacifique envers l'Occident a été fait par Poutine. Poutine a déclaré que la Russie n'a jamais été opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais il a ajouté que l'OTAN, c'est tout à fait différent. Eh bien, CES citations sont importantes précisément dans cette ampleur, parce qu'elles montrent comment le Kremlin colle, vous savez, sa prétendue rationalité à la ligne chinoise d'anti-hégémonie. Mais c'est eux qui est intéressant, c'est que Xi Jinping, lorsqu'il déclare que, soi-disant, nous rejetons la logique de l'intimidation, où le fort dicte les règles du jeu aux faibles, eh bien, en fait, il se contredit lui-même. La Chine, en tant que puissance, impose actuellement 16 règles à la Russie plus faible. Eh bien, analysons plus en détail la mécanique de CE, sur quoi ils ont réussi à s'entendre, et CE, sur quoi ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et le premier point, c'est le gaz. Tout le monde en Russie s'attendait à CE que Poutine revienne avec un énorme contrat pour Force de Sibérie 2, que la Russie puisse acheminer d'énormes volumes de gaz vers la Chine. Ainsi, cela compenserait soi-disant la perte du marché européen. Mais en réalité, CE que nous avons obtenu, c'est une augmentation annoncée des livraisons de la Russie vers la Chine de 8 milliards de mètres cubes, mais via les itinéraires existants. Comme vous le comprenez, c'est en réalité purement cosmétique face à l'Europe perdue pour la Russie. Officiellement, cela paraît bien et un mémorandum juridiquement contraignant existe pour Force de Sibérie 2 mai. Mais sans prix ni calendrier, CE n'est pas un contrat, c'est juste, vous savez, une sorte de façade. Que s'est-il passé ? En fait, Poutine voulait vraiment que Xi Jinping dise à nouveau que nous sommes prêts à achever la construction du gazoduc Force de Sibérie 2 afin de recevoir de Russie 50 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par an. La Chine a depuis longtemps abandonné cette idée et affirme depuis plusieurs années ne pas avoir besoin de CE gazoduc. Mais il était crucial pour Poutine que les Chinois déclarent être contre CE projet en principe. C'est CE qu'il a réussi à obtenir. La Chine a déclaré qu'en principe, elle n'est pas contre la construction du gazoduc Force de la Sibérie 2, mais qu'elle n'en a pas besoin pour le moment. Nous n'avons pas besoin d'autant de gaz russe que vous proposez. Ainsi, nous acceptons d'augmenter les livraisons de gaz de 8 milliards de mètres cubes, mais seulement via les gazoducs actuels. Pour Force de la Sibérie 2, une fois terminé, nous envisagerons d'acheter par CE billets, mais c'est nous, acheteurs, qui fixerons le prix, pas vous, vendeurs.
Eh bien, en principe, c'est la formule que la Chine dicte déjà depuis plusieurs années, et Vladimir Poutine rapporte ensuite cette formule à Moscou. Et les Russes s'en réjouissent même beaucoup. Mais la Chine choisit délibérément de ne pas finaliser cette formule. Ils disposent de gaz naturel liquéfié provenant du Qatar, de l'Australie, et la production intérieure de gaz en Chine augmente. Et en conséquence, il est peu probable que la Chine ait besoin des volumes de gaz que propose Moscou, surtout si l'on considère les quantités de gaz que Moscou vendait à l'Europe. Et Moscou, ayant perdu son ancrage européen, se dépêche de signer au moins quelque chose. Pour montrer une certaine dynamique, Pékin n'est pas pressé. C'est CE qui explique la différence de tonalité. Les intervenants russes disent que c'est une étape historique, tandis que les Chinois disent que c'est une étape importante dans le travail commun. En CE qui concerne le pétrole, cette multipolarité retentissante se réduit simplement à des mots. Les frappes contre les raffineries en Russie, les accidents dans CES usines, les caisses de force majeure, etc. poussent la Russie à exporter davantage de pétrole brut. Marge réduite, risque d'assurance accrue. L'Inde et la Chine voient bien que les Russes ont des problèmes internes et exigent des remises importantes. Je vais donc citer ici une phrase que les traders chinois utilisent en ce moment. C'est CE que rapporte Bloomberg. Nous ne sommes pas des philanthropes. Pour chaque point de risque, un point de remise. Pas d'assurance transparente, on prend moins cher. Nous ne couvrirons pas vos risques de réparation. Prenez-les en charge vous-même. C'est la citation. C'est le marché qui l'a fait évoluer, pas la propagande. En somme, les Chinois disent clairement « Nous voyons vos gros problèmes, mais ils ne nous concernent pas. » Nous sommes prêts à acheter du pétrole russe avec une forte remise car cela comporte des risques. Les Américains pouvant imposer des droits, il nous faut compenser CES risques. C'est pourquoi il y a une énorme remise. Et aujourd'hui, on a appris que la Russie accorde une remise supplémentaire à l'Inde et à la Chine sur son pétrole. De plus, cette remise est devenue depuis hier 4 fois plus importante qu'elle ne l'était au début du mois de juillet de cette année. Ensuite, qu'y avait-il d'autre au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai ? Eh bien, publiquement, en vitrine. C'est la création de la Banque de l'Organisation de coopération de Shanghai. CE sont des règlements en monnaie nationale, des chaînes libres et ainsi de suite. En réalité, il se pose ici des questions assez ennuyeuses. Qui assure ou réparer les pétroliers pour le pétrole ? Que diront les ports européens ? Et là, un symptôme apparaît dans le fil d'actualité. L'une des banques régionales chinoises, qui s'est retrouvée sous les sanctions de l'Union européenne, cesse toutes les opérations avec les Russes. Voilà, encore une fois, je cite Reuters à ce sujet. Les Chinois déclarent « Nous ne pouvons pas risquer nos comptes de correspondants pour une seule région, les affaires mondiales sont bien plus importantes pour nous. » Voilà, encore une fois pour Pékin, la multipolarité. Mais tout cela se termine au comité de crédit. C'est-à-dire que lorsqu'ils comprennent qu'il y a un risque de perdre le marché occidental, eh bien, il vaut mieux fermer cette banque pour les Russes. Faisons un bilan intermédiaire. Qu'a obtenu la Russie pour le pétrole ? Elle doit accorder une forte remise car les banques chinoises refusent de collaborer avec les Russes. La multipolarité de Xi Jinping s'arrête là où apparaissent des risques. La Chine est disposée à acheter du gaz russe à prix réduit. La force de la Sibérie 2. Eh bien, pour l'instant, CE n'était que sur le papier, il était possible qu'elle soit achevée, et il est possible que les Chinois achètent du gaz par CE biais plus tard. Il y a eu un épisode qui a montré que Xi Jinping se considère absolument comme le principal dans CE duo, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Et sur le fait que Xi Jinping n'a pas attendu le dictateur Poutine pour faire une photo commune. C'est un détail protocolaire qui, mieux que n'importe quelle explication, montre la hiérarchie. Xi Jinping a montré que « Ah non, Volodka le chauve, t'es qui toi ? Tu es un partenaire, un allié, mais connais ta place. » Voilà, et là il y a encore un autre épisode intéressant, c'est comme ça que Poutine a commencé à s'humilier la barre. En fait, cette histoire avec les reines, c'est que Poutine a promis d'offrir à Xi Jinping des reines en signe d'amitié et de longévité. Eh bien, quand il n'y a pas de gros contrat, on met des symboles sur la table, vous savez, pour changer de sujet de conversation. Chez soi, en Russie. Voilà la véritable diplomatie de cette époque difficile pour les Russes. Tout va bien chez nous, Xi Jinping est satisfait. Les reines sont déjà en route. En CE qui concerne l'Inde, c'est le troisième angle du triangle dans la mode des rendements.
Elle reste distante, achète du pétrole moins cher et négocie des technologies et tarifs avec les Américains. Citation marquante de la presse indienne, notre région a trop longtemps subi les conflits des l'un des autres. L'Inde privilégie le partenariat et le développement et rejette la rivalité et les divisions. Un comportement responsable est attendu de tous. En résumé, New Delhi ne promet rien à personne et ne compte pas le faire. C'est comme vous le comprenez, une mauvaise nouvelle pour Moscou, qui rêvait de mettre l'Inde, vous savez, sur la même ligne, prétendant créer un nouvel axe Chine-Inde-Russie. Quant aux conséquences pour l'Ukraine, si la Russie trouve des assurances d'eau stable pour sa flotte de l'ombre, des docks, des banques, et tout cela en dehors de l'infrastructure occidentale, alors le Kremlin a bien sûr une chance de prolonger un peu la vie de son budget, de son économie. En conséquence, un antidote pourrait apparaître ici. Il est crucial que l'Europe et les États-Unis l'appliquent rapidement. Il s'agit d'un renforcement des sanctions, d'une interdiction totale pour tous les navires russes d'entrer dans n'importe quel port occidental. Et c'est aussi l'interdiction pour les Russes d'être servis dans n'importe quelle banque à travers le monde. Il doit y avoir des filtres d'assurance stricts, des interdictions de réparer la flotte fantôme dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne, etc. Il doit y avoir un audit clair des mélanges de pétrole dans les pays tiers, ainsi qu'une chronologie précise des lots de pétrole. Vous savez, il y a là-bas beaucoup de soi-disant magie, qu'il est très facile de dissiper avec une réglementation appropriée. Que font les Russes? En Inde, notamment, ils mélangent leur propre pétrole brut. Ils affirment aussi que cela ne vient pas de Russie, mais d'un autre pays. Eh bien, les sanctions secondaires, et pas seulement contre les grandes banques, mais aussi contre les banques chinoises de taille moyenne, cela fonctionne déjà le mieux. Comme vous le voyez, une de CES Bank régionales a décidé d'arrêter de servir les Russes. Même si Xi Jinping refuse, nous utilisons les monnaies nationales. C'est pourquoi CE, sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, pour CE couple Xi Jinping et Poutine, CE n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage d'argent. La Chine est ici le caissier, et la Russie n'est qu'un simple visiteur, vous savez. La multipolarité, ça sonne très fort, mais les pétroliers ont besoin d'assurance, pas seulement de grandes déclarations. C'est pourquoi la stratégie de l'Occident est très simple. Frapper directement la caisse, frapper les budgets. Donc, comme vous pouvez le comprendre, une fois le sommet terminé et les micros éteints, les choses sérieuses ont commencé. Au sommet, on pouvait faire toutes sortes de déclarations. Mais en réalité, on voit qu'il n'y a pas vraiment de résultats concrets ou significatifs pour Poutine ici. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle encore une fois, chaque jour ici, il y a 4 à 5 reportages d'actualité pour que vous soyez au courant de tous les événements. Et n'oubliez pas de mettre un like, c'est aussi très utile. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.